Imagine que ça, c'est un coup d'État. Un enfant burkinabé d'1 an en a déjà connu 2. Un Soudanais né en 1955 en a déjà vécu 17. Et un Africain de 72 ans a déjà été témoin d'au moins 216 coups d'État sur le continent. Cela fait de l'Afrique la championne incontestée des putschs, bien loin devant l'Amérique du Sud et l'Asie de l'Est. C'est quoi le problème? Dans la plupart de nos États, les institutions sont extrêmement fragiles. L'armée semble être la seule institution qui fonctionne. Les États africains sont-ils malades de leurs armées? Ou plutôt les armées africaines sont-elles victimes de leurs États? Pour refonder l'État, tant qu'on ne va pas voir en ces occasions des opportunités de refondation, on va être toujours dans le même cycle. En attendant de mettre un terme à ce cycle de coups d'État, l'Afrique tiendra-t-elle le coup? Guette ça. Sur les 487 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950, 216 ont eu lieu en Afrique selon la VOA. Ces 2 dernières années, le continent a connu 6 coups d'État et 2 tentatives de coups d'État. Au Burkina Faso, au Tchad, en Guinée, au Mali et au Soudan, les militaires ont réussi. Au Niger et en Guinée-Bissau, ils ont échoué. Pourquoi l'Afrique connaît autant de coups d'État en une si courte période? De façon directe, je crois que ce que nous observons est principalement le résultat de la malgouvernance. Juste Kodjo a servi une 20aine d'années dans les FAB, les forces armées béninoises. Dans les causes, il inclut aussi ce qu'il appelle les pesanteurs géopolitiques. La plupart des pays que vous avez cités sont de plus en plus la convoitise d'un certain nombre d'acteurs extérieurs. On y reviendra. Intéressons-nous d'abord à cette statistique assez révélatrice. Sur les 8 putschs enregistrés ces 19 derniers mois, 6 ont eu lieu dans la même sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Cette région a quelque chose en commun. Il s'agit de la croissante insécurité qui est causée par l'extrémisme violent. La chercheuse et militante Farida Nabourema décrit une atmosphère politique délétère. Dans le cas du Mali et du Burkina Faso, nous avons vu les populations manifester dans les rues plusieurs mois durant, surtout au Mali, pour exiger plus d'action de la part du gouvernement, pour dénoncer déjà certains problèmes auxquels ils faisaient face. L'atmosphère politique y serait délétère parce que depuis les indépendances, les systèmes politiques et militaires en place ne sont pas adéquats. Ni pour résoudre les crises sociopolitiques majeures, encore moins les crises sécuritaires. C'est en tout cas ce que prédisait déjà en 1975 l'auteur Jacques Chevrier dans L'échec des systèmes politiques africains. Vous les voyez s'accaparer de toutes les institutions, faire du pouvoir législatif une branche de l'exécutif, faire du pouvoir judiciaire une branche de l'exécutif qui ne sert qu'à réprimer et à persécuter leurs opposants, à persécuter les activistes, au lieu de renforcer ces institutions afin qu'elles puissent véritablement protéger l'État et prévenir toute forme de prise de pouvoir abusive. Ajoute à ça ce que Juste Kodjo appelle la présidentialisation des forces de défense et de sécurité. Nous observons, malheureusement, depuis les indépendances, que dans la plupart des pays africains, le Parlement est absent quand il s'agit de contrôler, disons, la gestion des forces de défense et de sécurité. Tout repose entre les mains du président, qui s'assure qu'avant de protéger le territoire et ses habitants, les forces de sécurité protègent d'abord le détenteur du pouvoir et son régime. Et à côté des nantis, il existe une autre armée tout au fond de l'échelle sociale de la hiérarchie militaire. Elle est faite de tous ces marginalisés en uniforme, miséreux, clochardisés, au cœur d'une galaxie où les privilégiés affichent scandaleusement leur puissance et leur richesse. Et ce système a un nom. Juste Kodjo l'appelle la démocratie d'homme fort. Le président, à lui tout seul, a cette responsabilité, peut nommer qui il veut, peut démettre qui il veut, peut les utiliser pour les fins qu'il veut. Donc cela, naturellement, éloigne de plus en plus les forces de défense et de sécurité de leur rôle principal qui est de se préparer pour la défense du territoire. Choyés et mieux outillés, les gardes présidentielles et autres unités d'élite deviennent ainsi les seules institutions organisées et suffisamment puissantes pour faire pencher la balance. Au final, ils finissent par être victimes de ces appareils qu'ils ont créés, par être victimes d'une armée trop puissante, par être victimes des institutions trop faibles, par être victimes des populations totalement dégoûtées par leur façon de diriger les choses. En 2019, parlant du Mali dans le monde diplomatique, la journaliste Anne-Cécile Robert titrait « Coup d'État dans un pays sans État ».
Selon elle, l'intervention de l'armée révèle la fragilité des régimes politiques sous perfusion d'institutions financières internationales et des multinationales. Quand nous nous retrouvons dans des crises extrêmes, comme on l'a vu par exemple en Guinée avec la Condé, il n'y a pas une autorité forte, il n'y a pas une institution forte qui puisse vraiment réguler. Et donc l'armée se retrouve finalement un peu comme l'arbitre auquel on fait appel. L'autre chose que la plupart de ces pays ouest-africains ont en commun, c'est leur passé colonial avec la France. Ces États, ces dirigeants sont toujours restés dans un système néocolonial. Alors nous avons la renaissance d'un brin de panafricanisme, la renaissance de pouvoir libérer l'Afrique des systèmes politiques et économiques qui ne permettent pas aux populations africaines de vivre dans la dignité. En février 2022, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et à l'époque président de la CEDEAO, constatait ainsi un phénomène contagieux sur fond de lutte antiterroriste et de guerre d'influence entre l'Occident et la Russie. Il est important d'intégrer cela dans toutes nos analyses, non pas pour jeter la pierre à X ou à Y, mais tout simplement reconnaître la réalité et pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir atténuer un peu les impacts de cette rivalité qui, comme je dis, on n'a pas le contrôle. Ça a été le cas par le passé, c'est le cas actuellement. Il y a rivalité parce qu'il y a reconfiguration géopolitique, mais pas que. Il y a aussi en parallèle la découverte de nouveaux minerais ou gisements. Du diamant et de l'or en Centrafrique, du manganèse au Mali, du pétrole et de l'uranium au Burkina, etc. Toutes ces nouvelles ressources, tous ces nouveaux minerais qui sont stratégiquement importants pour des pays comme les États-Unis ou la France, pour eux, il faut faire en sorte que soit c'est eux qui ont le contrôle donc de ces espaces, ou alors faire en sorte que ce ne soit pas leurs rivaux qui aient le contrôle de ces espaces. Mais contrairement à la période de la guerre froide, il y a une donne qui change tout. Une jeunesse africaine de mieux en mieux informée et de plus en plus active contre ce qu'elle perçoit comme de l'impérialisme et du néocolonialisme. Et donc, moi je prédisais à l'époque déjà qu'avec les réseaux sociaux, le développement des nouvelles technologies, l'accès à l'information, cette jeunesse africaine finirait par avoir accès à toutes les informations et parfois, pas toujours des informations fiables, mais des informations sur la base desquelles elle finirait donc par agir. Du coup, il n'est pas surprenant, selon Faridana Bourema, de voir cette jeunesse-là, qu'elle soit civile ou militaire, s'engager de plus en plus dans le renversement des régimes défaillants. Quand l'État n'arrive pas à protéger les citoyens, à garantir les droits, quand l'État ne permet pas aux populations de choisir eux-mêmes leurs dirigeants dans les conditions normales, on ne peut qu'avoir une jeunesse qui réagit et une jeunesse qui est prête à se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Et pour obtenir ce qu'elle veut, elle n'hésite plus à faire appel à l'armée, souvent frustrée ou se sentant délaissée par le pouvoir central. Dans certains cas, l'armée a été plus ou moins appelée par les populations, par la jeunesse, à prendre le dessus. Et cela laisse à réfléchir et devrait conduire les chefs d'État de l'autre sous-région à comprendre qu'il leur faut absolument tenir compte de la volonté du peuple. Une fois au pouvoir, les putschistes ouest-africains se réclament soit sankaristes et ou rollingistes, deux militaires du Burkina et du Ghana arrivés au pouvoir par coup d'État et auxquels on reconnaît le mérite d'avoir redressé le pays. Mais ont-ils l'étoffe de Thomas Sankara ou de Jerry Rawlings? Quand ils arrivent au pouvoir, il faut qu'ils fassent un choix. Soit ils choisissent de s'allier à l'allié classique de la France et être en déphasage avec les positions de leur population, ou alors ils choisissent de s'éloigner de la France à leur risque et péril aussi. Dans ces démocraties jeunes mais essoufflées, Jusqu'au Joe propose de sauver l'État de lui-même. Ce qui se fait actuellement, c'est un modèle de transition politique, de retour à l'ordre constitutionnel, avec pour seul objectif les élections. Il faut changer ce paradigme. Pour lui, il faut voir en ces coups d'État des opportunités de refondation de l'État. Après tant de souffrance, vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, donner comme objectif l'organisation d'élections. Ça manque de sérieux. Aussi bien pour la communauté internationale qui met ses pressions, que pour les acteurs eux-mêmes. Il faudra ensuite, selon lui, adopter de nouveaux modèles politiques. Il propose par exemple ce qu'il appelle la consancratie, un modèle de gouvernance fondé sur le consensus et adapté aux réalités africaines. Et quand je dis réalité, c'est à la fois réalité sociologique, réalité socio-économique, réalité géopolitique et tout le reste. Au final, les récents coups d'État sont, d'après Faridana Bourema, un message. Le message clair de la jeunesse à ses dirigeants. C'est le moment, en fait, pour chaque dirigeant africain de réaliser que l'heure est grave, qu'ils font face à eux une jeunesse qui n'est pas passive, à une jeunesse qui n'abandonne pas et à une jeunesse qui ne s'assiera pas et les regardera faire sans broncher. Qu'en pensez-vous? Ces coups d'État sont-ils une bonne ou une mauvaise chose?